Bonsoir à tous. Alors, je me présente Thomas. Donc, je suis développeur Node et React ou React Node, suivant comment on inverse. Et aujourd'hui, je vais vous parler simplement d'un retour d'expérience qu'on a eu dans ma boîte, donc, qui est l'EdTech de Albin Michel, qui s'appelle Edulib. Sur une application React cross-platform Ionic, donc web, bureau, Mac, Windows, iOS et Android, qui était surendetté. Voilà. Donc, je remercie Gabriel d'avoir accepté ce talk. Donc, cette application, alors pour la faire un peu courte, on va prendre un peu le contexte. Si certains d'entre vous ont lu Dante, c'est un peu le parcours, l'enfer, le purgatoire pour arriver au paradis. C'est quand on refactorise et qu'on corrige la dette technique, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Donc, elle était construite en utilisant principalement un pattern avec Redux observable et un pattern complet fonctionnel qui utilisait l'ancêtre d'Effect qui s'appelait Matec. Voilà, donc tout avait été conçu comme ça, il y avait très peu de tests, aucune documentation, rien. Donc il a fallu tout reconstruire. Donc cette application s'appelle Limmanuel. Bon, je ne vais pas vous la présenter, sauf si certains d'entre vous ont des enfants en Ile-de-France, ils utilisent des applications numériques pour les manuels scolaires. Donc c'est une application de lecture, il y a 1,5 million d'utilisateurs, c'est assez stable depuis 5-6 ans. En 2021, on était à 150 000 lignes de code. Donc je vous l'ai dit, c'est du React Ionic web, Mac, Windows, iOS et Android. Ionic Capacitor. Et pour le démarrer, donc npm run dev, on mettait 10 minutes. Voilà. Ça, c'est quand je suis arrivé. Et pour la petite anecdote, j'avais un collègue qui avait un Mac Intel avec 16 Go de RAM. Il a dû le changer. Il a dû passer à 32 parce qu'en fait, j'ai un truc que j'avais jamais vu quand on faisait un npm start, c'est memory over limit. Bon. Voilà. En 2025, donc 4 ans après, le bilan qu'on a eu, c'est on a toujours 1,5 million d'utilisateurs, on est passé à 90 000 lignes pour un volume de fonctionnalité supérieur, puisqu'évidemment, il fallait s'adapter à la concurrence et aux demandes d'utilisateurs. Moins 50% de tickets SAV sur la dernière rentrée scolaire, la phase la plus importante. Donc ça a été, je pense, la plus grande victoire qu'on a pu fêter. Et on est passé à 10 secondes sur npm run dev chipset Intel. J'étais pas sur un M3 à l'époque. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est l'enfer de Dante. Donc on entre dans l'enfer par la porte, en fait. Alors si vous voulez lire, c'est des vers très sympathiques, mais c'est un petit peu ce qu'on ressent quand on travaille, quand on a travaillé sur ce truc-là. C'est vraiment se taper la tête contre les murs, se dire est-ce qu'on va sauter par la fenêtre. Heureusement, j'habite au rez-de-chaussée. Voilà, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, ça va aller, ça va être mieux au fur et à mesure. Je vais vous parler d'un process simple à comprendre. Les enseignants ont besoin de créer des clés USB. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la clé USB? C'est en gros, ils ont sur leur ordinateur personnel l'application Limmanuel qui tourne avec l'ensemble des manuels auxquels ils ont accès, et ils veulent pouvoir créer une copie de cette application avec tout le contexte et les manuels qu'ils veulent pour pouvoir l'utiliser sur les ordinateurs partagés dans les collèges et les lycées, parce qu'il y a beaucoup d'ordinateurs partagés. Donc il y avait ce process-là qui fonctionnait donc avec Redux observable, et ça ressemblait à ça à peu près. Alors, je voulais simplifier, parce qu'il y a aussi la gestion en ligne, hors ligne. Il y avait aussi la gestion, le manuel est-il déjà téléchargé ou pas, puisqu'on pouvait les télécharger pour les consulter hors ligne. Mais en gros, pour la faire simple, l'utilisateur clique sur créer une USB. S'il y a un composant un peu mère qui gère l'installation, donc il commence par sélectionner les manuels qu'il veut télécharger. Là, c'était pas vraiment un hook, plus une fonction dans le composant qui appelle un dispatch pour ceux qui sont familiers de Redux, qui ensuite utilise un epic
EPIC de Redux observable, qui fait le lancement de l'installation. Donc cet EPIC, en fait, pour gérer la barre de progression, va appeler une queue Matek, donc un truc très spécifique de du prototype de Effect. J'adore Effect, hein, je vous le dis, c'est génial. Mais j'ai envie de dire, Matek a dû s'auto-accoucher de quelque chose qui lui-même s'est accouché de quelque chose qui est génial. Maintenant, le troisième de la famille est le meilleur, heureusement. Pour ensuite, là, appeler le set progress, donc une action, et via des use selector, on va pouvoir updater notre composant de progression. Et là, on a des actions qui appellent la finition de l'installation. Voilà, c'était très compliqué. Là, celui-là, j'ai réussi à le faire tenir sur du 2D, parce qu'on était presque obligé de faire des schémas en 3D pour pouvoir comprendre comment ça marchait. Voilà. Ensuite, on passe au purgatoire. Voilà, donc on commence à se dire, ok, on se pose des questions. On se dit comment on peut modifier ça. Bon, si vous voulez lire, voilà, c'est juste pour la forme. Je vais vous présenter un peu le nouveau process. Donc déjà, la première chose, enfin, une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on s'est posé la question de dire qu'est-ce qu'on fait de Redux. Et on a décidé de l'exploser parce qu'on s'est dit il faut avoir une gestion des stores qui ne soit pas globale, parce qu'en fait ça crée énormément de... Oui, j'en ai pas parlé, les side effects, où en gros on avait parfois des manuels qui se téléchargeaient pas, si la personne cliquait sur aborde, ça n'abordait pas, ça continuait, enfin bon bref, c'est un vrai cirque. Et donc on s'est dit ok, on va créer un système de gestion de store qui soit au plus proche des composants, au plus proche du parcours utilisateur. Il y en a plusieurs qui permettent ça, des stores assez modernes. On a hésité entre Jotei, je le prononce peut-être mal, et Valtio. Et on a fait le choix de Valtio. Alors, je vais présenter un petit peu après comment fonctionne Valtio. C'est un proxy state, donc c'est relativement simple à utiliser, mais il y a des fonctionnalités qui sont assez cool, en particulier les providers. Ça, on peut les utiliser. Bon, je ne vais pas refaire le système. D'un point de vue fonctionnalité utilisateur, on ne change pas, jamais. Il ne faut pas qu'il y ait de dégradation. On a quand même une amélioration, puisqu'il y a quelques bugs qui ont été corrigés, en particulier sur les side effects. Et là, en fait, l'intérêt, c'est que, alors je l'ai mis avec beaucoup de points d'exclamation pour une raison assez simple. On a viré toute la logique épique, action, tout ça, et on a tout géré avec Hook, Worker, un système Valtio qui utilise un petit système d'action qui ensuite peuvent être utilisés. Et là où c'est très intéressant, c'est que grâce à ce système-là, on peut utiliser un composant. J'ai volontairement mis dans le schéma comme ça. C'est pas comme ça qu'on a fait, mais je l'ai mis volontairement comme ça. On peut utiliser la progress bar, par exemple, qui est complètement indépendante de la state machine qui se trouve ici. Et par exemple, pour pouvoir, je ne sais pas, l'afficher en haut à gauche, déconnecter, parce qu'il y avait des éléments qu'on pouvait drag and drop dans l'application. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible, et c'est là où on arrive dans quelque chose de beaucoup plus paradisiaque. Voilà, hein, on monte au ciel en fait. Comme dans toute correction de dette technique, on a arrêté de se taper la tête contre les murs. Et c'est devenu plus sympa de développer, plus sympa de coder, et même pour les utilisateurs. Le petit bilan, la PR finale. Donc on a viré 500 lignes en tout. Non, ouais, 400, pardon. On a viré 400 lignes. Et les 300 en plus, il y a beaucoup de tests. Hein, parce qu'il y avait évidemment 0 test. Hein, ça, c'était trop compliqué à faire à l'époque. Donc là, on a écrit énormément de tests pour pouvoir tester ces fonctionnements-là. Mais c'est ça qui fait plaisir. Je ne sais pas si vous avez eu déjà ce truc-là quand vous mergez une PR avec ce genre de suppression de code. On respire, quoi. C'est génial. Voilà. On a eu une énorme amélioration de la performance. Pour vous la faire courte, les élèves utilisent des tablettes qui ont toujours 4-5 ans, parce que les collèges, les lycées n'ont pas les moyens.
Donc évidemment, quand vous avez une app ionique avec tout un tas de bazar qui tourne en fond et puis qui fait mal le taf avec des échanges d'actions et tout, on avait des re-rendus parfois complètement. On a des composants qui pouvaient se rendre 150 fois, et je mens pas, hein, dans les phases de téléchargement. Enfin bon, c'était assez compliqué. Donc là, on a eu des utilisateurs qui sont revenus vers nous en disant c'est super, ma tablette ne ressemble plus à un grille-pain. Bon, c'est aussi une petite victoire. La lisibilité du code, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante, puisqu'effectivement, quand on vire 400 lignes, en gros, le hook qui contenait tout le bazar finalement et le worker autour, il tenait en à peu près 50, entre 50 et 100 lignes. J'ai plus la mémoire, j'ai plus ça en tête, mais contre les 500 initiales, quoi. Donc c'était vraiment, on gagne en lisibilité. N'importe qui peut lire le code. Je vais vous le montrer après comment Valtio fonctionne. Et les side effects, terrible, terrible. Les composants qui étaient devenus impurs, on va dire ça comme ça, et donc qui généraient beaucoup de side effects. On a corrigé ça et donc il y a quelqu'un qui est revenu en disant ah bah tiens, ce bug-là que ça faisait 3 ans, bah, il pue. Donc bah, c'est bien. Alors Valtio, voilà comment ça marche. C'est tout con. C'est un système. On initialise donc avec les types, pour revenir dessus, on initialise son state. Ouais, si tu peux zoomer du coup sur la partie pour ceux qui font parce que c'est. Je sais pas si on peut, ouais. Ouais, comme ça, je pense que c'est. Voilà, ouais, ok. Donc alors, pour résumer la logique, alors la doc est géniale, elle est très bien faite. Pour résumer la logique, il y a un système de gestion de state. Donc on initialise les states en fait, donc un state initial, et on a des snapshots. Donc ça veut dire un snapshot, c'est, comme son nom l'indique, c'est un état à l'instant T de son state. Donc on a les actions qui sont juste venir faire une mutation sur le state, action qu'on installe aussi à l'intérieur du state, et on a notre snapshot, donc qui est un hook, et qui permet après d'être réutilisé. Donc c'est le state qu'on met à jour. Ok, tac. Bon, dans le composant, c'est beaucoup plus clair. Voilà, on instancie use install USB state et puis on l'utilise comme ça. Et pour les mutations, alors il faut que je dézoome pour pouvoir voilà. Pour les mutations, par exemple sur un hook type use install, imaginons que là on a tout un système de worker avec un écouteur de messages et on peut set le progress ou set l'install status par rapport à ce qui a été fait. Voilà, bon, c'est relativement simple. C'est plus simple que Redux. Bon, c'est pas compliqué de faire plus simple d'ailleurs. Il y avait plus simple. Si vous voulez tester Jo ou Yo, Tay, vous pouvez. Bon, après, je vous laisse le soin d'aller voir la doc. Mais on aimait bien cette logique. On parle de tests, donc j'ai dit pourquoi pas afficher un peu quelques tests. Donc on a ici j'ai recréé un count state. Bon, truc assez simple, hein, comme on update un counter, c'est dans tous les exemples de doc sont comme ça. On a un hook qui vient implémenter notre state, et on a notre test qui est relativement simple. Ça utilise finalement des choses assez courantes, hein, comme testing library. Voilà comment à peu près. C'est assez basique. Mais s'il y en avait qui se posaient la question de savoir comment on peut tester ce truc-là, c'est relativement simple. Plus simple effectivement que les EPIC où il faut les EPIC Redux Observable où il faut de mémoire, il faut aller moquer ou spy les actions. Enfin bon, bref, c'était assez, ça devenait un peu compliqué. Voilà. Alors cette tradition Meetup de parler de bouquins. Donc il y en a un que j'ai lu, alors j'ai pas entièrement lu, mais à culpa. Je suis aux 2 tiers à peu près.
Refactoring, Martin Fowler, donc très, très bonne référence, très accessible. Je dirais c'est accessible. Enfin, ils disent que c'est pas accessible aux débutants, je pense que si d'ailleurs, parce qu'il parle vraiment d'exemples extrêmement les premiers chapitres où il parle pourquoi on refactor et comment on le fait. Si j'en parle, c'est parce que je me suis un peu retrouvé là-dedans, dans ce livre-là, c'est qu'en fait, quand vous avez 1,5 million d'utilisateurs, quand vous mettez en production et que s'il y a un bug, bah, vous n'avez pas 1 ou 2 appels au support, vous en avez 10 000, bah, vous serrez les fesses, hein. Donc, quand on fait un refactoring, surtout d'un truc qui est complètement imbriqué, couplé dans tous les sens, ben, ouais, on a un peu peur, on teste bien les choses, et c'est important. Donc, il parle un petit peu de ça, de comment le faire dans les code reviews, dans la correction de bugs principalement, puisque c'est par la correction de bugs qu'on incluait les refactoring dans les roadmaps. Et puis bah, c'est tout. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Alors je sais pas si j'ai dépassé ou pas le temps. Non, il y a eu le temps pour quelques questions. Très bien. Il y a une question derrière. Tiens. Merci. Par rapport aux effets de bord, leur élimination, ça a été lié purement au changement de lib ou c'était parallèle à ça Les deux. Il y avait à la fois un store qui est plus proche du parcours utilisateur, et à la fois évidemment le refactoring. On est tombé, on commence à regarder le code, on se dit oh là tiens ça fait ça, c'est pas bon. Et c'est en mettant le nez dedans, des fois on les corrige comme ça, mais oui il y a une partie effectivement, en tout cas sur la partie side effect qui est liée au changement de ligne, mais enfin, je reviens à peu près à ce qu'a dit Mathieu, c'est aussi une réflexion d'architecture derrière, hein. C'est-à-dire faire en sorte qu'on respecte les pratiques de base comme les fonctions pures, la SRP, voilà, c'est surtout ça en fait, principalement. Merci pour le talk. Je ne sais pas combien de temps vous avez eu pour faire cette refacto, mais dans quelle mesure ça aurait été plus intéressant de créer une app depuis le début ou dans ce cas refactorer justement. Eh bien, il y a un truc qui s'appelle le budget. C'est qu'en fait, quand une entreprise a dépensé 3 millions d'euros pour faire une application et qu'elle se débarrasse d'une SS2I qui lui pompait 50 000 par mois, eh bien, en fait, on dit oui, on va tout refaire, ça met 6 mois, c'est non, quoi. Là, aujourd'hui, c'est plus vendable parce que 3 ans après, effectivement, le CTO Stéphane, il dit ouais, moi je peux plus le vendre. Tu arrives à un moment où tu dis ok, ça fait 3 ans, on n'est pas à jour, c'est vrai, il y a un Electron version 5, hein, je ne sais plus à combien, 12, 13 aujourd'hui. Enfin bref, voilà, c'est juste une question de budget. J'étais intéressé par le passage de 5 minutes à 10 secondes de NPM Start. Ouais. Est-ce que vous avez utilisé vite? Eh bien non, pas pour l'instant, et je vais expliquer pourquoi. C'est que la migration vers Vite pose un problème avec la vieille version d'Electron. Qui peut pas être mis à jour. Alors après, c'est mon collègue là qui est en train de s'occuper en ce moment. Par contre, en fait, c'est simplement Webpack et c'est con parce que la première chose qu'on a fait, c'est remove, comment ça s'appelle, le news export, un truc comme ça. Donc les premiers grands ménages qu'on a fait, c'était ça. Puis après, quand on a commencé à refactorer, évidemment, en supprimant simplement les fichiers, en revoyant les features et en utilisant moins de code, parce qu'il y avait énormément d'abstraction sur l'abstraction. En fait. Juste ça, en fait, c'est ça qui a permis d'améliorer la vitesse. La toolchain de base, c'est toujours du Webpack version qui a été mise à jour, quoi. Oui, c'est ça. Alors après, effectivement, tu as des mises à jour de Dynamic, des mises à jour de Capacitor, Webpack a été mis à jour,
oui, on a essayé de maintenir, dans la mesure du possible les updates, c'est clair. Merci pour le talk. Je voulais aussi savoir, est-ce que tu sais, par exemple, quels sont les avantages d'un Watson, de solutions de state management similaires? Alors, ils ont tous des super avantages. Ça a été très difficile Tu peux à je ne veux pas benchmarker dire un qu'on a peu? fait en plouf-plouf, mais Ouais. presque en fait, parce que fait qu'à un moment, il fallait choisir et on s'est dit: «OK, on va tester Valtio». On va tester Valtio, et puis voilà, on a aimé quoi. On a dit: «C'est bien, ça fait le taf, ça fait exactement ce qu'on veut», et comme j'ai dit, il y a l'usage des providers aussi. On peut passer des providers avec Valtio et c'est ça qui a un petit peu fait la différence, par rapport, par exemple, à un UTake qui est un atomic state, heu, et je crois qu'ils l'ont pas. Voilà, donc D'autres questions? Non? Bah, merci Thomas.